Merci. Autre sujet, les docteurs chômeurs qui ont affiché leur mécontentement ces derniers jours. Ils ont été reçus par leur ministre de tutelle vendredi. Il annonce de nouvelles dispositions pour apaiser les tensions. On en parle dans un instant avec les invités qui vont nous rejoindre. Le temps pour Thiem Médandier et Fulchance Kissiedou de nous faire le point. 48 heures après leur mouvement de rue, les docteurs non recrutés étaient les hôtes du ministre de tutelle. Occasion d'échanges sans langue de bois entre les deux parties. Les invités ouvrent le bal. Nous sommes 3189 selon les chiffres. Nous sommes allés en compétition pour 256 postes. Ce chiffre-là, 256, nous a été communiqué lorsque les inscriptions ont commencé. Les détails ne nous ont pas été donnés. Le processus est coûteux. Aujourd'hui, pour une candidature, il faut payer 50 000 francs pour le droit d'inscription par candidature dans chaque université. C'est-à-dire, si je veux postuler pour 3 postes, pour 3 candidatures à l'université Félix Houphouët-Boigny, je dois débourser 150 000. Les griefs énoncés ne laissent pas le ministre de tutelle indifférent. Sur les points soulevés, il lève des équivoques. Dernière session de recrutement, donc du 7 octobre 2021, on avait 1593 candidats. 1593 candidats. Je dis bien candidats. Je ne parle pas de candidature. Candidats. Après la dernière session de recrutement, on a recruté 151 en recrutement nouveau et 6 en contrat. Donc, si vous retranchez tout ça de 1277, il vous reste 1120. Donc, nous, aujourd'hui, dans notre fichier, on a 1120 docteurs non recrutés. Nous, on n'a pas 3000. Les précisions faites, le ministre dévoile des mesures pour traiter les récriminations formulées. Mieux, le gouvernement, qui n'élude pas la question, va ouvrir une nouvelle session de recrutement dans le courant premier trimestre 2022. Vous avez 450 postes qui seront ouverts bientôt. Allez vous apprêter, préparez-vous, de telle sorte que quand on va ouvrir ces postes-là, vous avez beaucoup plus de chances d'être admis. Il ne sera plus question de faire plusieurs candidatures. Ça, c'est terminé. Un candidat, une seule candidature, dont vous payez une seule fois et vous fournissez un seul dossier. Il n'est plus question d'aller faire Korogo, Boaké, Kokodi. Ça, c'est terminé. Professeur Adama Diawara est par ailleurs formel. La belligérance n'est pas la solution aux préoccupations évoquées. Pour les traiter, il suggère des voies en lien avec les contraintes de masse salariale. Quand vous voyez que vous avez 34 000 qui sortent du système et vous n'avez que 9 900 postes disponibles dans le secteur moderne, et le reste, qu'est-ce qu'on fait? Le reste, qu'est-ce qu'on fait? Mais donc, s'il n'y a pas une partie qui va dans l'auto-emploi, vous ne pourrez jamais résoudre ce problème. Cette rencontre a eu l'effet de baisser la tension entre le ministre et ses hôtes, qui ont eu des réponses à plusieurs préoccupations au cœur de leur mécontentement. Retour sur le plateau de NCI 360, nous en rejoint en plateau Dr Bassé Sévérin, porte-parole du collectif des docteurs non encore recrutés. Dr Derou Simi, il est historien politologue, membre du collectif des docteurs non recrutés. Diakité Dembala, directeur des ressources humaines du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Professeur Biaka Zasseli, je rappelle, qui a décliné finalement l'invitation. Docteur Arthur Banga, historien, analyste politique. Guillaume Bato, journaliste, secrétaire général du SYNAPSI. Enfin, Alafé Wakili, journaliste, directeur général de l'Intelligent d'Abidjan. Bonsoir à vous, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Avant d'ouvrir cette deuxième question, je vous propose de marquer une petite pause. De NCI 360 et à présent nous abordons la question des docteurs non recrutés et tout de suite première question choc pour docteur Bassé Sévérin qui est porte-parole du collectif des docteurs non encore recrutés et docteur Derou Simi, historien politologue, membre du collectif des docteurs non recrutés. Est-ce qu'un docteur donc qui a le savoir doit chercher encore du travail comme vous le faites? Docteur Bassé, allez-y. Bonsoir, merci. Je vous remercie pour l'occasion que vous nous offrez pour nous exprimer. Donc on remercie les responsables de cette chaîne. Et puis on remercie également les techniciens et tous les personnels. Je vous en prie. Et bon, votre question est pertinente
Ouais, nous estimons qu'un docteur peut chercher du travail et puis également en créer. Mais Surtout créer. Oui, en créer, oui. Quand on a la compétence que vous avez. Oui, et puis en créer, mais étant donné que les docteurs aussi ont la possibilité de postuler au poste d'enseignants, chercheurs et de chercheurs, on a aussi la possibilité de postuler pour intégrer la fonction publique. Docteur Deroux, réaction? D'accord, merci. Bon, votre question, elle est un peu... C'est à chaud, hein, ben voilà. Mais moi, je dirais que le docteur... Il faut différencier, d'abord. Ben voilà. Il y a un docteur qui fait la recherche et il y a le docteur qui a le doctorat professionnel. Alors, dans nos universités, aujourd'hui, vous verrez ce qu'on appelle le master pro. Bon, master professionnel. Alors, le master professionnel, il n'y a pas de doctorat professionnel. Il y a le master recherche et on fait un doctorat de recherche avec une thèse. Et là, quand on finit, les débouchés qui semblent s'imposer sont l'enseignement et la recherche. Et ensuite, travailler dans des instituts et autres. Alors, généralement, quand on entend docteur, cette question-là, elle revient depuis un moment. Est-ce qu'un docteur ne doit pas chercher du travail? Il faut d'abord faire cette distinction. Nous, dans notre cas, nous sommes quasiment des docteurs qui avons opté pour, je dirais, la recherche. Donc, la lucarne qui semble s'offrir à nous dans un premier temps, c'est la lucarne de l'enseignement et de la recherche. Ben voilà. Est-ce que la solution, c'est la grève, monsieur? D'abord, il faut contextualiser avant d'aller directement à la grève. La grève n'est pas venue ex nihilo. Elle est due à une situation, si vous permettez. Oui, bien sûr, allez-y, bien sûr. Voilà. C'est le sens de la question. Alors, ce n'est pas la première fois en Côte d'Ivoire que des docteurs se prononcent pour des questions de chômage, si vous voulez. D'intégration. La première date, je crois, de 2014, 2014-2015, ils étaient déjà 300. Alors, depuis le 2015, il n'y a pas de solution qui a été prise en amont, au niveau du ministère, bien évidemment, et aussi de l'État. Alors, le nombre s'est accumulé. Aujourd'hui, nous sommes bel et bien à plus de 3000 docteurs chômeurs. Je dis bien plus de 3000 docteurs chômeurs. Alors, au niveau du processus de recrutement, que nous avons dénoncé d'ailleurs, il y a eu plusieurs irrégularités qui ont entaché ce processus. Alors, jusqu'à aujourd'hui, bon, je ne sais pas si ça a été fait, puisque dernièrement, le ministre a décidé enfin de publier la liste. Comment pouvez-vous concevoir qu'on fasse un test de recrutement, on nous dit que les résultats sont disponibles, et jusqu'à près d'un mois après, on n'a pas le résultat physique. On n'a pas de résultat physique. Encore, dans le processus, il y a la lourdeur au niveau des dossiers. On nous demande de déposer un dossier dans chaque université au nom du principe DPN. Là, ça ne gêne pas. Par contre, pour les résultats, c'est le ministère qui, après, je dirais, une commission, centralise. Alors, comment expliquer que, au nom des EPN, on dépose des candidatures dans des universités autonomes. On paye 50 000 francs dans chaque université. On dépose tout ce qui est casier judiciaire extrait. On fait un certificat de non-bégaiement dans chaque université. Voici un élément encore qui sidère. Comme si Simi Derou faisait son certificat de non-bégaiement avec un médecin assermenté de l'État de Côte d'Ivoire. À Boaké, lorsqu'il sera à Korogo, sur la route, il pouvait subitement devenir bègue. Et ça, le ministère le savait. D'accord. Et il a cautionné dans toutes les universités. Nous avons dénoncé cela. Nous avons dénoncé aussi le coût élevé. Et surtout, au niveau des résultats, les années antérieures, il y avait un fichier unique. Cette année, on nous donne des numéros de candidature. On dit, allez-y, insérez, et vous verrez les résultats qui vont apparaître. Alors, il y a un peu trop d'opacité, mais aussi de lourdeur au niveau des finances. Voilà. C'est ce qui a entraîné ce mouvement-là. D'accord. Monsieur Diakité Dembala, vous êtes le directeur des ressources humaines du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Alors, ce que ces docteurs évoquent comme problème, n'est-ce pas un problème d'anticipation de la part du ministère? Non, je ne crois pas. Pourquoi? En fait, le processus est connu depuis le début. À savoir qu'à l'époque, le recrutement se faisait en centrale, au niveau de l'administration centrale. Ensuite, on a donné la responsabilité à chaque université, comme il a dit, qui sont les EPN, pour, à son sein, mettre des jurys en place pour évaluer les docteurs qui s'y présentent. Et ces jurys sont composés de professeurs éminents de chaque université. Et ensuite, au niveau réglementaire, il y a une commission nationale, puisque l'État met à la disposition du recrutement de ces docteurs-là un certain nombre de postes budgétaires qu'il faut répartir en fonction des besoins et des priorités de l'État et des disciplines aussi. Par exemple, on vient de créer l'université de San Pedro, qui pour le recrutement passé, dernière là,
était l'établissement, la structure prioritaire à tout point de vue, parce qu'il fallait l'ouvrir. Et c'est de ce point de vue-là qu'au point de vue de la législation, il y a une commission nationale qu'on appelle Commission nationale de recrutement des enseignants du supérieur qui siège avec en son sein toutes les structures qui ont travaillé à l'ENSEC, qui viennent publiquement proclamer, donner les résultats plutôt des travaux des jurys effectués à leur sein. Parfois, par exemple, vous avez un candidat qui est sollicité par 3 universités. Il faut faire les arbitrages et ainsi de suite. Donc voilà comment le processus se passe. Maintenant, il se trouve que, c'est vrai, il y a des problèmes qui ont survécu, par exemple, qui sont survenus. Par exemple, on a parlé de certificats de non-bégaiement, chaque université. Et cela, le ministre a pris des mesures tout dernièrement. Et chaque fois, on essaie d'améliorer le système, de sorte qu'on puisse être au plus près des réalités et au plus près des besoins des structures. D'accord. Voilà un peu ce que... Alors, Arthur Banga, vous êtes docteur en histoire. J'ai envie de vous poser une question. Est-ce qu'il est établi que l'État doit systématiquement recruter toutes les personnes qui détiennent un doctorat? En fait, le problème, il est nouveau. En fait, on a manqué un peu d'anticipation, nous tous. Jusqu'en 2014-2015, il y a quelque chose qui ne se posait même pas. Nous, en 2014, on était 4 pour 5 postes. Vous voyez, au département d'histoire. Donc, il manquait même un poste. Aujourd'hui, pour 5 postes, il y a 50, il y a 100 docteurs qui viennent. Voilà, donc c'est une question relativement nouvelle. C'est à partir de 2010, 2011 que certains départements comme les lettres, géographie, sociologie, le DRH ont commencé à avoir ces problèmes-là. En revanche, il y a des problèmes qui se posaient depuis dans certains pays. La paupérisation du doctorat, je suis très solidaire de mes jeunes collègues et très solidaire d'autant plus que c'est une épreuve à la fois humaine, intellectuelle, financière, redoutable. Et nous, on a été formés dans l'idée que vous allez avoir le plus grand diplôme, vous allez avoir le meilleur diplôme et vous allez avoir les meilleures places. Donc, on est tous formatés à ça. Et c'était la règle jusqu'en 2010, jusqu'à présent. On n'a pas encore changé. Et comment il faut changer? Il faut changer déjà au sein des universités. Moi, j'ai eu la chance de terminer ma formation hors du Côte d'Ivoire. Mais déjà, dans toutes les universités, il y a des laboratoires qui sont capables d'aller chercher des marchés. Ce qui existe très peu chez nous. Ici, les séminaires doctoraux continuent d'être que des séminaires de méthodologie. Moi, à l'IRSEM, où j'ai terminé ma thèse, on recevait des journalistes, des militaires, des diplomates, pour savoir déjà comment on travaille avec eux. Voilà. Donc, il y a, à mon avis, la question est nouvelle, la réflexion, l'État doit faire ce qu'il peut. Et je pense que l'État, en faisant ce qu'il peut, ne doit pas se concentrer que sur le ministère de l'Enseignement supérieur. Par exemple, le ministre a proposé hier le ministère de l'Éducation nationale. C'est une très belle piste. Seulement que le doctorat n'est pas reconnu. Quand un docteur rentre à l'Éducation nationale, il a l'impression, ça ne lui donne pas envie parce qu'il a passé 54 ans après son master pour se retrouver un salaire, etc. Est-ce que, par exemple, on peut réfléchir, comme c'est fait dans certains pays, en France par exemple, où quand tu as le doctorat et que tu rentres dans l'Éducation nationale, tu as une révalorisation, tu as une adaptation de ton emploi du temps pour par exemple, te permettre de continuer d'enseigner. Dans les ministères, il y a beaucoup de projets. Quand je prends un projet, par exemple, sur le riz, c'est un projet auquel on peut associer 1 ou 2 chercheurs. Même si c'est sur un temps court, le temps du projet, donc il y a ces pistes-là qu'on peut regarder. À mon avis, il y a des pistes des universités qui doivent modifier les séminaires doctoraux, qui doivent être aussi des séminaires d'intégration, où on apprend d'autres jobs. Quand je prends Dérou Fidèle, par exemple, qui a travaillé sur la place des ethnies dans la politique, lui, c'est quelqu'un, s'il était en contact dans sa formation avec des ONG, etc., il aurait pu se sentir utile pour eux. Donc, il y a un effort à faire au niveau de l'État, il y a un effort à faire au niveau des universités, mais un effort à faire aussi au niveau de nous-mêmes jeunes chercheurs. Voilà, c'est-à-dire se structurer, se mettre en think tanks, se mettre en laboratoire pour pouvoir concurrencer, pour pouvoir rechercher des marchés qu'on peut avoir. Bien sûr. Donc, je pense qu'il y a des pistes qui peuvent nous permettre de solutionner ce problème qui est relativement nouveau. Il faut le comprendre, il est nouveau pour l'administration, il est nouveau pour nous autres docteurs qui avons toujours rêvé. Et comme je le dis, il y a 5 ans, on ne pouvait même pas penser qu'un docteur allait faire... Alafé Wakili, commentaire, analyse? Oui, il faut dire aussi peut-être qu'au niveau des médecins, souvent il y a des problèmes. Ouais. Ils font les concours et pas tous qui sont recrutés dans la fonction publique. Donc il y a ce problème peut-être dans beaucoup d'autres secteurs. Voilà. Cela dit, moi je pense que le ministère doit œuvrer à plus de transparence. Je connais beaucoup de candidats. Ils ont une certitude
il y a une magouille. Pour eux, ils ont été admis, contrairement à ce que dit monsieur le directeur, le DRH, pour eux, ils ont été admis et après, le ministère vient et donne liste de gens et de protégés. Beaucoup de candidats ont cette certitude. Et cette certitude est amplifiée par des témoignages de certains enseignants qui, sur place, disent « Excellent, on ne pourra pas faire sans vous, bravo », qui félicitent les étudiants, les impétrants, les candidats. Donc, eux, ils partent, ils pensent que ça passe. Et le résultat, soit ils ne voient pas leur nom, et peut-être ils sont aussi en contact avec ceux qui les ont examinés, qui disent « Mais ce n'est pas possible, ces gens du ministère. » Nous avons reçu ces témoignages avant que la colère monte. Et il y a eu des alertes, et je pense que le ministère doit regarder ces choses de plus près et renforcer le dispositif de transparence. La transparence, c'est déjà bien la mesure sur le certificat de non-bégaiement qu'on fait pour chaque université. 50 000 pour chaque université. Qu'on fait à chaque université et pour voir comment digitaliser. Bon, je connais un candidat qui a fait Abidjan, Korogo et San Pedro. Ce candidat avait peut-être plus de moyens que d'autres. Il partait en avion, Abidjan, Korogo, il est revenu, Abidjan, San Pedro, avion. Imaginez ceux qui font tout le parcours en voiture. Et ils ont les rendez-vous le même jour, où ça décale d'une journée. Il faut revenir et partir. Ça a été compliqué pour beaucoup de candidats que j'ai vus en train de préparer leur dossier. C'est difficile. Il faut voir comment alléger cela, monsieur le directeur. Monsieur Diakité, réaction? Oui, j'ai réagi parce que, au point de vue de la transparence, là, j'avoue que je m'inscris en faux. Vous savez, il y a des déclarations que les gens font et souvent on est confronté à ce problème-là. Dès lors ça n'a pas marché, c'est la faute. Sinon, dans chaque structure, c'est leur maître qui les évalue. Hein? Alors, je ne veux pas accepter qu'on mette en doute leur probité. Hein? Maintenant, une fois que c'est fait en public, parce que la commission, c'est l'ensemble de toutes les structures du ministère, universités, grandes écoles, même certaines grandes écoles qui ne sont pas sous tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur, tous les établissements publics qui ont vocation à donner de l'enseignement supérieur siègent à cette commission-là. Et devant cette commission, chaque université vient exposer les résultats, comme on appelle des jurys, qui ont eu lieu en leur sein. Mais je peux pas comprendre que ces enseignants, dont sont les maîtres, viennent, comme on dit que c'est faux. Sinon, en fait, il est que quand on échoue, on cherche un argument quelque part. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, c'est un exemple que je donne sur ce point. Bien sûr. On me dit que mon fils était bien classé. Ouais. Il était bien classé, mais il n'est pas passé. Oui. C'est un parent de docteur. C'est un parent de docteur. C'est les docteurs qui sont cadets, pas les docteurs. Bien sûr, oui. Alors, donc mon fils est bien classé. Je dis, mais bien classé, ça veut dire quoi? Parce qu'il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. Est-ce qu'on ne peut pas publier? Il y a la disposition. Si, on va le publier. On a voulu innover. Parce qu'on n'est pas, comme on appelle, innovateur en la matière. Fonction publique, d'autres concours sont faits comme ça. On a voulu innover. Mais dès lundi, le ministre nous a ordonné de publier le résultat. On va le faire. Il n'y a rien à cacher. Alors maintenant, il dit, bon, mon fils, on me dit que mon fils a été bien classé. Il dit, mais bien classé comment? Et dans une matière, je vais vérifier. C'est vrai, il y a plusieurs facteurs. Il y a les postes budgétaires, il ne faut pas l'oublier. Il y a, comment on appelle ça, le besoin que les établissements expriment. C'est cela. Voilà. Il y a le mérite aussi. Alors, donc, on vérifie, on se trouve que la personne, effectivement, bien classée, premier, deuxième, troisième, il était troisième. Et il était premier, deuxième plutôt. Oui. Bien classé, c'est vrai. Oui. Mais il se trouve qu'il n'y avait pas de poste budgétaire pour lui. Recrutement nouveau, il n'y en avait pas. Et c'est le troisième qui était un recrutement nouveau. C'est-à-dire, on dit recrutement nouveau, pour ceux qui sont, plutôt glissement catégoriel, excusez-moi. Oui, glissement catégoriel, c'est ceux qui sont déjà fonctionnaires et qui veulent être enseignants à l'université. Et si le troisième est glissement catégoriel et qu'il n'y a qu'un seul poste, le glissement catégoriel, c'est le troisième qui passe. C'est le troisième qui passe. Dans ces conditions-là, souvent il y a des interprétations. C'est cela. Maintenant, pour les autres aspects, à savoir le coût, à savoir les risques, parce qu'effectivement, faisant tout le tour de la Côte d'Ivoire, c'est risqué. C'est normal pour un candidat de multiplier ses chances. Et c'est pour cela que des dispositions nouvelles sont en train d'être prises par le ministre. Donc on est en train de faire un effort dans ce sens-là. Très bien. Oui, moi je pense que c'est la démarche du ministère qui est suspecte. Oui, vous ne pouvez pas dire que vous décentralisez
et que les candidats sont obligés de s'adresser à chaque université et maintenir la commission centrale. Il y a une incohérence, monsieur le directeur, vous êtes obligé de l'admettre. Ou bien vous décentralisez, et donc ces universités sont autonomes, elles examinent les candidats en fonction de leurs besoins et proclament leurs résultats sur place. Mais pourquoi encore les déplacer, les regrouper à Abidjan avec des possibilités de perte? Moi, je pense que c'est cette démarche qui est suspecte et qui fait qu'il n'y a pas de transparence. On est bien obligé de vous le dire, monsieur le directeur. Ou bien les universités sont autonomes. À partir de ce moment, on leur laisse la possibilité de faire tout le processus et de proclamer leurs résultats dans leurs universités. Ou bien c'est une commission centrale et tout le monde fait votre candidature à Abidjan et on ne fatigue pas les autres. Deuxième chose. Allez-y. L'actuel ministre de l'enseignement supérieur était pendant longtemps le conseiller spécial du président de la République chez l'enseignement supérieur. Il ne peut pas dire que ces problèmes, il ne les connaît pas. Et quand M. le directeur dit on a pris des décisions nouvelles, il a fallu que ces jeunes gens descendent dans la rue. Pas forcément des jeunes. Hein. Oui, bon, en tout cas, la plupart sont plus jeunes que moi. Voilà. Ils sont tous plus jeunes que moi, la plupart. Presque tous. Donc, il a fallu que ces jeunes gens descendent dans la rue pour que subitement, le ministre Diawara... D'accord. Vous me dites non, on va laisser M. Diakité réagir. Oui. Non, mais je n'ai même pas fini. M. Diakité m'a interrompu. Donc je dis que ces questions ne sont pas nouvelles pour le ministre Diawara, qui a été pendant longtemps le conseiller spécial du président de la République chargé de l'enseignement supérieur, justement. Donc il ne peut pas venir et dire, M. Diakité va nous dire, bon, c'est maintenant on prend des mesures nouvelles, les 50 000 francs, on se rend compte que c'est tout, l'espèce de bégaiement, ça c'est le minimum. Monsieur, comment un ministère de l'enseignement supérieur, des cadres qui sont là-bas, dont je ne dis pas de compétences, a pu laisser ces choses-là pendant des dizaines d'années? Pourquoi aujourd'hui, on vient, on a dit, on va supprimer le secteur bégaiement, on va supprimer le secteur... Non, il y a pas... Je n'ai pas dit qu'on va supprimer le secteur, au contraire. Non, on va réduire. Vous avez terminé, laissez-le parler. Voilà. S'il vous plaît, on n'a pas dit qu'on va supprimer. Au contraire, il faut alléger la procédure. Mais un certificat de versement pour un enseignant est nécessaire. Bien sûr. Oui. Aucun médecin ce matin dit qu'il a un certificat de versement. Oui. Ce que nous supposons, ce n'est pas une refonte totale du système. Il est que, en avançant, on regarde aussi où il y a des écueils. Il faut les corriger au fur et à mesure. C'est par rapport à ça, chaque certificat de versement à chaque université, ça pèse pour le candidat. Et les 50 000 dans chaque université. Voilà, 50 000 dans chaque université, ça pèse effectivement. Mais ce n'est pas maintenant que vous savez ça, monsieur le directeur. Non, Guillaume Batou, attention. S'il vous plaît. Laissez M. Diakité terminer. Ça pèse pour le candidat. Donc, de ce point de vue-là, il faut alléger ce qui est allégeable, ce qui peut être fait, on le fait. Le ministre Diawara vient d'arriver. Donc, ça fait... Est-ce qu'il a 2 ans? Il n'a pas encore 2 ans. Mais le problème n'est même pas là. Le problème est que, est-ce que ce problème, tel truc est pertinent? Si c'est pertinent, on l'adopte, quel que soit le moment où on l'adopte. D'accord, très bien. Voilà. Oui, allez-y, vous voulez réagir? Alors, je voudrais corroborer un peu ce que M. Guillaume disait. Voilà. C'est pas une nouvelle question. Alors, tenez-vous bien, avec les résultats qu'on a, le ministère tient tellement un ministère autour de ces résultats, je voudrais réitérer cela. Regardez le ministère de la fonction publique avec ses réformes, avec Mme Anne Loto. Les derniers concours qu'on a eus, on ne fait même pas moins de 2 semaines, les résultats sont su par tout le monde. Je repose cette question. Ça doit interpeller tous les Ivoiriens, surtout quand on est dans une mouvance de transparence. Pourquoi autant d'opacité autour d'un résultat? Pourquoi attendre que des gens marchent? Pourquoi on publie un résultat? Vous savez pourquoi? Il y a des docteurs, nous menons des enquêtes à notre niveau, qui ont été recrutés. Je vous donne un exemple, M. Ali Derasouba. Alors, vous avez quelques secondes pour terminer, parce qu'on a plusieurs autres sujets. Allez-y rapidement. Okay. Au niveau de San Pedro, c'est l'histoire de la mer, par exemple. Je vous donne 2 thèmes. Les Kroumen et la mer. Et l'histoire du développement de la banane. Quel thème semble, Idouane? L'histoire du développement de la banane est retenue au détriment des Kroumen et de la mer. Tenez-vous bien. Alors, j'avoue que ça peut être subjectif, monsieur. C'est subjectif, ça peut être subjectif. Donc, voilà. C'est que je vous dis un autre exemple. Il y a des candidats, nous avons la liste des admis, ça je vous le dis. Il y a des candidats qui n'ont pas composé dans des centres, qui ont leur liste sur les admis. C'est pourquoi on ne veut pas publier la liste. D'accord, très bien, on vous a bien compris. Comment vous réagissez, M. Diakité? C'est pas possible. Vous publiez la liste. Non, si on publie la liste, quand on dit publier, la liste a été mise sur le net. On a pensé, attends, s'il vous plaît, s'il vous plaît, elle a été mise sur le net pour que chacun puisse aller consulter, en faisant comme d'autres le font depuis. Ok, vous mettez votre numéro, vous avez votre résultat. Maintenant, le ministre dit, bon, ça pose problème, il y a l'évidence. Donc, on va publier la liste. Et puis, les résultats, mettre à la disposition des candidats les résultats. Absolument. Absolument. Oui. Et puis, où je voulais en venir. Et puis, cette liste-là va être publiée à tous les niveaux. Maintenant, au niveau des candidatures,
Parce qu'on a eu des confusions. J'ai entendu 3000 candidats tout à l'heure. Quels sont les bons chiffres? Les bons chiffres, c'est nous avons 1593 candidats. À ne pas confondre avec candidature. Parce qu'ils ont dit eux-mêmes que une personne peut avoir plusieurs candidatures. D'accord, très bien. C'est ça qui va. Ce n'est pas 3000 docteurs qui se sont présentés et qui sont sur le carreau par rapport au recrutement que nous venons de faire. Il faut corriger cela. Alors on a 1593 candidats, personnes, individus, qui ont été reçus pour 250. Un exemple, excusez-moi. Non, vous n'avez pas la parole, monsieur. Voilà. Merci d'être discipliné, s'il vous plaît. Docteur Dassé, vous voulez réagir? Allez-y rapidement. Enfin, je voulais réagir sur votre première question. Vous avez demandé est-ce que nous, les docteurs, on a le droit à la grève. Voilà, en fait, non, c'est pas la question que j'ai posée. Vous avez parlé je demandais si la grève était la solution. Voilà, en fait, je voulais rebondir dessus pour dire que là, au niveau étudiantin et puis scolaire, c'est des termes, je dirais, entre guillemets, qu'on parle des grèves, qu'on parle des syndicats. Mais ce sont des termes qui sont réservés à une corporation professionnelle. Nous, ce n'est pas le cas. Certes, on peut constater des cas qu'on peut estimer que des cas, ce sont des cas d'injustice. Donc, on peut avoir des sauts d'humeur, on peut manifester, ça c'est vrai. Mais nous, dans notre position, dans ce cas, il est question d'y mettre la manière. Voilà. On peut exprimer notre mécontentement aux autorités sans passer à l'injure, à la défiance. Nous, ça, c'est notre posture. D'accord, très bien. On vous a bien compris. Donc, vous n'avez pas participé à ce mouvement d'humeur? Non, nous, on n'a pas participé. On a fait une rectification, ce qui a fait que nos amis nous en veulent et nous menacent même. Moi, personnellement, j'ai été menacé. Il m'accuse, là. Je reprends, monsieur. En 10 secondes, allez-y. Ce mouvement a été créé subitement après que le ministre nous ait reçus. Le ministre a fait un post sur le site du ministère de l'Enseignement supérieur pour dire qu'il avait reçu le groupe des collectifs. Il nous reçoit le mardi. Il mène la photo de nos amis. Le mercredi, on fait la marche. Le jeudi, on dit on a une rencontre. Le vendredi, subitement, des amis se présentent. Ils ont le même nom que nous. On ne va pas s'apaisantir dessus. C'était juste pour on va s'apaisantir dessus. Moi, je voudrais faire une doléance suite à ce que monsieur le directeur a dit. Il y a un candidat qui s'est arrivé deuxième par rapport à cette situation n'a pas été recruté. Est-ce que c'est juste que l'an prochain, ils reprennent tout? On ne peut pas maintenir ces résultats de cette année au cas où il y a des possibilités? Et comme un concours, tu as admis, il y a un problème budgétaire où il y a des contraintes de glissement. Non, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de liste d'attente? Oui, il le faut. On le laisse réagir. C'est un concours, ce n'est pas un examen. D'accord. À l'ENA, souvent en France, il y a des admis qui sont reportés à d'autres promotions. Peut-être. Mais ici, on concourt ou on admet ou on n'est pas admis. D'accord. Et en fonction des postes qui sont donnés. D'accord. Arthur Banga, dernière réaction sur ce sujet. Rapidement, deux réactions. Est-ce qu'on peut... Moi, ce que je suggérais, c'est que les postes soient définis. Est-ce qu'on ne peut pas définir les postes avant par rapport aux spécialités, par rapport aux dispositions, tous des sujets de transparence. Pour terminer, Ali, je veux dire que c'est une situation difficile. Elle est beaucoup plus difficile pour les docteurs qui sont dans cette situation-là. Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'ils vivent. C'est vraiment compliqué. Et donc, moi, je pense que la réflexion doit être plus grande. Elle doit être mobiliser d'abord le ministère. Je pense que le ministère et les RH, vous devez travailler avec d'autres ministères pour voir qu'est-ce qu'on peut créer, notamment sur les programmes, sur des postes de chargés d'études, des choses comme ça pour prendre une part. Je pense que les universités doivent s'organiser en laboratoire et travailler de façon à modifier les séminaires pour ne pas qu'il reste que des séminaires méthodologiques. En fait, on doit préparer ces jeunes au marché. Et ça, il faut les préparer à ça. Troisième chose, c'est nous-mêmes. Il faut qu'on s'organise un peu plus en think tanks, en labo, pour pouvoir aller sur des marchés. Parce que souvent, on ne montre pas notre expertise. Les gens ne savent pas. Vous savez, souvent, vous les finissez d'expliquer à des gens qui disent « Mais je peux travailler avec toi. » Donc, il faut qu'on change tous le logiciel. Changer le paradigme. Voilà. Et justement, le Maroc l'a réussi un peu, en notamment faisant la promotion de la recherche dans les entreprises privées. Exactement. Dernière réaction, M. Dassé. Merci. Je voulais dire à... 10 secondes. Je voulais dire à mon ami qui est historien que l'histoire même, l'histoire dit que lorsque vous forcez la main à l'État avec la main droite, ce que l'État vous a donné, l'État vous l'arrache avec la main gauche. S'il vous plaît. Voilà. Lorsque vous forcez la main à l'État, ce que l'État vous donne dans la main droite, l'État reprend cela avec la main gauche.
D'accord. C'est bien Donc, entendu. nous sommes en plus. Dernière réaction. Dernière réaction, c'est par rapport à ce qu'il a dit, que je partage entièrement. Mais il faut retenir une chose. L'État n'a pas vocation, nulle part dans le monde, à recruter tous les docteurs. Ça, c'est pas possible. Très bien. Très bien. Voilà, Tous c'est les ça. diplômés d'ailleurs. Ni tous les Pas seulement les docteurs. On vous a bien entendu, monsieur. accompagner. Merci infiniment à Dr Dassé Sévérin, porte-parole du collectif des docteurs non encore recrutés. Dr Dero Simi, historien politologue, membre du collectif des docteurs non recrutés. Monsieur Djakité Dembala, directeur des ressources humaines du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Merci d'être venu faire le débat sur NCI. On vous recontactera certainement on a même pas exposé nos perspectives, M. Ali Rassoum. Mais vous ne pouvez pas parler pendant que je parle. Non, je vous dis aussi ce qui s'est passé. Non, mais vous me laissez finir de parler. Voilà, vous nous avez donné Vous me laissez finir de parler, oui, monsieur. je vous comprends. Non, vous me laissez finir de parler. D'accord, allez-y. Voilà. Quand vous aurez la parole, vous parlerez. D'accord, allez-y. Merci de la discipline. Je vous comprends. Merci d'être passé sur plateau. Merci à NCI On de vous nous donner recontactera assez de temps. certainement pour Merci, faire y a le pas de débat. problème. Merci.